2 places devant. 1, 2, il y en a même 3. Un siège sur 2, s'il vous plaît, c'est bien, parce que comme on n'a pas beaucoup de sièges, c'est bien de faire un siège sur 2, comme ça, d'éventuelles personnes qui ne viennent pas peuvent quand même s'asseoir. Merci, madame. Je peux vous demander de faire la même chose? Vous mettre... Oui, c'est pas grave. Non, non, mais... En fait, oui, c'est un peu bizarre, c'est une éthique, mais... Voilà. Eh bien, voilà, nous sommes au complet. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints ce matin. On est assez content de pouvoir, malgré tout, voir des visages en vrai. On a passé 5-6 mois, principalement en visioconférence, notamment nous au WWF. Donc moi, je me présente, je suis Benjamin de Pongeville, responsable au niveau du département Monde économique au WWF France depuis 7 ans. Je suis ravi d'animer cette table ronde. J'ai la chance d'avoir avec moi donc 3 personnes en présentiel. Et puis également Élodie Parr du groupe Bell qui est avec nous par téléphone. On a des problématiques de visioconférence. Donc voilà, elle sera avec nous par téléphone. Elle va pouvoir nous donner son témoignage en quelques minutes via mon portable, ce qui est assez pratique, je dois dire. Tout va bien se passer. On est ravis que vous soyez là. J'espère que vous profitez bien de ProDurable. Donc on a une thématique qui est, je pense, qui intéresse un grand nombre de personnes, puisque c'est une thématique dont on parle beaucoup, mais en même temps qui est assez complexe. Donc on est ravis d'accueillir pour ce sujet donc Lucie Smith qui travaille au WWF France, également Pauline Fabre qui est de chez Carrefour, et Laure Grégoire qui est porte-parole de l'Alliance pour la préservation des forêts, en plus d'Élodie Parr du groupe Bell qui est donc par téléphone avec nous. Donc juste en 2 minutes, je vous fais une petite introduction sur ce sujet de la déforestation importée et du rôle des entreprises. Vous le savez, les forêts abritent plus de 80% de la biodiversité terrestre et on a 13 millions d'hectares de forêts qui aujourd'hui encore, et encore plus aujourd'hui qu'hier, disparaissent chaque année, notamment en zone tropicale. Vous n'êtes pas passé à côté des annonces de ces dernières semaines, mais qui font suite aux annonces de l'année dernière, et on a l'impression que ça va continuer comme ça assez régulièrement, malheureusement, puisque la forêt amazonienne, mais également le Pantanal, le Cerrado, continuent à brûler, notamment sous l'effet justement de la déforestation. Donc cette déforestation, orchestrée notamment par rapport à la consommation de produits agroalimentaires consommés en Europe pour 36% de ce qu'on a pu évaluer, lie la déforestation au commerce agricole mondial. Et la France, à elle seule, pour donner un chiffre, importe 3 millions de tonnes de soja dans le cadre de l'alimentation animale. Donc on le voit, l'agriculture forcément est responsable de près des 3/4 de cette destruction de forêts tropicales et ça affecte les populations, les écosystèmes et les espèces, évidemment. En plus du soja, je l'ai évoqué, vous les connaissez, les matières premières qui sont impliquées dans la déforestation, c'est l'huile de palme, c'est le cacao, le cuir, le bœuf, le bois, la pâte à papier. Et effectivement, tout ça passe dans les chaînes d'approvisionnement mondialisées de la plupart des grands groupes avec qui, justement, on se doit de trouver des solutions pour freiner ce mouvement. Donc, quelles sont, justement, aujourd'hui les responsabilités des acteurs économiques dans les différentes chaînes et chaînes de valeur mondiales? Quelles actions sont mises en place pour essayer de stopper cette catastrophe? Moi, j'ai 40 ans, mais j'ai l'impression que ça fait quasiment 40 ans qu'on dit que la forêt amazonienne part à petit feu. Donc, je pense qu'il est temps de se rendre compte de ce qu'on peut vraiment faire maintenant. Et donc, voilà, comment trouver des solutions pour passer à l'échelle. Nous, on est ravis de pouvoir justement accueillir des gens qui vont témoigner des solutions qu'ils ont mises en place, même si tout n'est pas parfait, et de trouver les moyens pour accélérer cette transition nécessaire pour qu'on puisse consommer encore des produits sans forcément endommager les forêts du monde et notamment les forêts amazoniennes du Pantanal et du Cerrado. Voilà. Je donne la parole tout de suite à Lucie du WWF qui travaille en tant que chargée de partenariat sur un grand nombre de thématiques. Lucie, c'est à toi, Lucie Smith. Oui, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là et merci d'être présent. Comme ça vient d'être précisé, les entreprises françaises, et là en l'occurrence les entreprises du secteur de l'agroalimentaire, importent donc directement mais surtout indirectement des matières premières qui vont contribuer à la déforestation.
ce qui les dote d'une grande responsabilité en matière de lutte contre la conversion de ces écosystèmes. À savoir qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont déjà pris des engagements et qui ont conscience des défis qui restent à relever justement en matière de lutte contre la déforestation importée. Donc voilà, des entreprises qui s'engagent. En parallèle, il y a aussi le gouvernement français qui a, ou du moins qui s'est doté d'une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, qui a également signé plusieurs grandes déclarations, notamment des déclarations à l'ONU comme la déclaration de New York pour les forêts. Il y a également la déclaration d'Amsterdam qui est censée placer le sujet à un niveau étatique. Mais comme ça vient d'être soulevé, malgré ces ambitions qui sont affichées, malgré des engagements qui sont pris, la déforestation persiste. Elle persiste, donc il y a une prise de conscience qui avance et qui s'accélère, mais en même temps, le problème n'est toujours pas résolu. Et voilà, la déforestation progresse avec tous les risques sociaux et environnementaux qui vont avec. Donc ça, c'est peut-être un premier grand message. Je vais peut-être ensuite expliquer comment le WWF aborde le sujet. Alors, au WWF, lorsqu'on s'adresse à une grande entreprise qui a une forte empreinte sur la forêt, comme ça peut être le cas de Carrefour par exemple, mais il y en a un certain nombre, des entreprises qui ont une empreinte importante sur les forêts du monde, qui choisissent plutôt de rester cachées. Mais ce qu'on leur demande avant toute chose, c'est de viser une ambition zéro déforestation brute, et ce pour l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement. Donc dans un premier temps, pour ce faire, la première étape, ça va être de s'assurer qu'on connaisse les risques, ou du moins que l'entreprise ait bien identifié les risques qui sont associés, les risques de déforestation qui sont associés à ces approvisionnements. Alors ça peut être, comme je viens de le dire, des risques d'approvisionnement, mais ça peut aussi être des risques juridiques avec la nécessité de mettre en place la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères, qui est désormais un projet de loi qui est passé il y a 4 ans. Donc on attend aussi des progrès de la part des entreprises sur le plan juridique. Une fois qu'elles ont identifié leurs risques, au WWF, on va les encourager à formaliser une politique de lutte contre la déforestation importée, de fixer des objectifs et de s'assurer que chacun de ces objectifs soit décliné par matière première, et ce, donc, pour l'ensemble des produits qui sont commercialisés par l'entreprise, mais qui vont également concerner toutes les zones géographiques dans lesquelles l'entreprise a directement ou indirectement des bassins de production qui permettent justement la production de ces matières premières. Donc, on va donc leur demander de fixer une ambition, de connaître leurs risques, de formaliser une politique qui soit structurée et cohérente, qui permette de leur donner un cap. Et puis ensuite, on va s'assurer qu'elles aient tous les outils à leur disposition pour mettre en œuvre ces engagements, que ce soit des outils de transparence ou de traçabilité des chaînes d'approvisionnement. Bien souvent, ces outils ils sont répertoriés de façon très claire, et notamment dans le cadre de l'Accountability Framework, qui est donc une initiative qui a été lancée en partie par le WWF, et qui recense et met à disposition un cadre commun d'exigences pour que les entreprises puissent passer à l'action. Ça, c'est une autre étape qui est importante, parce que c'est celle de la mise en œuvre, et nous, on demande que les entreprises progressent. Donc, une fois qu'elles ont fixé leurs objectifs, qu'elles progressent, et puis qu'elles communiquent de façon transparente et régulière sur ces progrès. Enfin, on va aussi demander aux boîtes de soutenir des projets terrain d'envergure pour s'assurer qu'il y ait une modification des pratiques qui se fasse à l'échelle du terrain, et ce, notamment pour essayer de raccrocher la théorie à la pratique, de se dire que sur le terrain, de façon très concrète, les choses avancent aussi, ce qui peut permettre de raconter une histoire aussi auprès de ces différentes parties prenantes et d'illustrer ces engagements, ce qui est intéressant pour une entreprise aussi.
donc voilà, le sujet est certes complexe. On a des chaînes d'approvisionnement qui se complexifient avec des acteurs et notamment des négociants de soja qui détiennent une très forte responsabilité, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de, je crois que c'est à peu près 4 ou 5 traders ou négociants de matières premières qui exportent, et notamment qui exportent du Brésil plus de 80% du soja qui est produit. Donc il y a vraiment des goulots d'étranglement et des nœuds de concentration qui sont détenus par de gros acteurs qu'il faut mobiliser aussi. Donc voilà, la situation est complexe, mais il existe des solutions. Et nous, notre rôle au WWF, c'est de s'assurer que... le rôle du département des relations avec le monde économique, c'est de s'assurer que les entreprises aient conscience qu'il existe des outils et que des solutions soient à leur disposition. Merci beaucoup, Lucie. Est-ce que Élodie, tu m'entends depuis ton bureau? Oui, je vous entends. Eh bien, je crois que nous t'entendons également. Donc, Élodie, tu es directrice du RSE du groupe Bell. Est-ce que tu as entendu aussi le discours de Lucie Smith? Oui, à peu près à peu bien. près. D'accord, ok. Bon, c'est pour pouvoir rebondir justement sur la façon dont au WWF on voit les choses sur cette thématique-là. Et c'est intéressant de voir comment un acteur du secteur du laitier peut appliquer justement les recommandations et a pris en main depuis quelques années déjà la meilleure façon de pouvoir lutter contre la déforestation importée. Comment est-ce que vous mettez ça en place chez Bell? Alors, bon, d'abord, merci. Et puis, vraiment désolée de ne pas pouvoir être avec vous et dans des conditions qui sont un petit peu particulières. J'espère que ce sera suffisamment interactif quand même. Peut-être juste quelques mots d'introduction sur le groupe Bell, qui est un groupe familial qui a un peu plus de 150 ans. Peut-être que vous ne connaissez pas le groupe Bell en soi, parce que le nom n'est pas forcément très très connu, mais certainement vous connaissez quelques-unes de nos marques, comme le Kiri, Mini Babybel, mais aussi Go Go Squeeze, puisqu'en fait, on est présent, même si on est très connu sur la partie laitier, on est présent sur 3 territoires. Donc le laitier, bien évidemment, le fruitier, avec l'acquisition du groupe MOM, donc qui possède les marques Pom Pom, Materne, etc. Et puis plus récemment, nous avons annoncé, et nous sommes en train d'explorer des produits en fait végétaux, donc à base de végétaux. Donc 3 territoires, même si bien sûr on reste un groupe qui a une grosse part de notre portefeuille sur le laitier. Et donc c'est évidemment dans ce cadre-là et des engagements du groupe qu'on a décidé, avec évidemment le soutien du WWF, de nous engager en fait sur une politique qu'on a structurée de non-conversion des écosystèmes naturels, donc évidemment qui intègre évidemment tout un travail autour des forêts, avec donc un objectif à horizon 2025. Et nous avons décidé de nous engager sur 3 matières premières clés qui entrent dans la composition de façon directe ou indirecte de nos produits. Et ces 3 matières premières clés qui peuvent avoir un impact sur ces sujets de conversion des écosystèmes ou de déforestation sont d'abord l'alimentation animale, donc évidemment tout ce qui est donné aux vaches qui vont produire le lait que nous utilisons dans nos produits, mais aussi sur les matières grasses végétales qui peuvent entrer dans la composition de certaines de nos recettes. Et évidemment, comme le disait également Benjamin tout à l'heure, sur tout ce qui est bois avec le papier carton que nous utilisons dans nos emballages et qui est en fait une grande partie des emballages qu'on utilise au niveau du groupe Bell. Donc peut-être plus un focus sur l'alimentation animale. Alors permettez-moi ce jeu de mots, si je puis dire, qui n'est pas très drôle, mais évidemment le sujet du lien entre les industries agroalimentaires et la déforestation est sous le feu des projecteurs. Cela depuis quelques temps et d'autant plus ces dernières années. Pour autant, donc ça met en lumière évidemment le lien entre ce que nous mangeons tous, notre rôle de chacun et ce sujet de la déforestation. C'est triste de voir que le sujet, pour autant, les feux continuent de se produire. C'est néanmoins, il faut le voir de manière, je puis dire, positive, en tout cas un levier pour essayer de faire accélérer les politiques au niveau gouvernemental, au niveau international, aussi un levier pour développer les filières responsables qui ne sont pas encore très, très développées, et évidemment le travail collectif, comme le disait Lucie en introduction. Alors chez Bell, on travaille depuis 2012 en partenariat avec le WWF, avec un objectif commun de réduire
l'empreinte environnementale de la filière laitière. On a vraiment souhaité s'appuyer sur l'expertise du WWF d'abord pour faire une étude vraiment profonde et détaillée sur l'alimentation des vaches laitières, qui nous a permis, grâce au travail du WWF, de vraiment identifier la priorité qui était sur les tourteaux de soja et les tourteaux de palmiste, qui sont donnés même en petite quantité aux vaches, puisqu'elles apportent en effet des protéines et de l'énergie. Donc évidemment un gros focus là-dessus, qui nous a permis déjà d'identifier les premières pistes d'alternatives à ces tourteaux de soja et de palmiste. Mais surtout, on a décidé très rapidement avec le WWF qu'il fallait intégrer ça dans un engagement plus large. Et c'est pour ça qu'on a travaillé autour d'une charte globale qui fixe des objectifs à horizon 2025, évidemment sur l'alimentation des vaches, je vais y revenir un petit peu après, mais plus globalement sur l'ensemble des sujets clés pour une filière laitière durable. Ce qui est clé pour nous, et la manière dont on a voulu le faire, c'est d'affirmer un objectif ambitieux à horizon 2025, et donc en particulier sur l'alimentation animale, c'est d'atteindre 100% d'alimentation animale qui soit certifiée, traçable et qui soit sans OGM à horizon 2025. Et ce, pour l'ensemble du lait que l'on collecte. Et il faut savoir qu'on collecte du lait dans 11 bassins laitiers, qui évidemment ont des organisations, des structures et des contextes climatiques qui vont être très différents. Pour nous, c'est un objectif qui est ambitieux et qui est assez complexe à atteindre, mais on pense que c'est vraiment de notre responsabilité de l'affirmer et d'y travailler tous ensemble. Alors peut-être quelques éléments, parce que je pense que c'est ça qui est intéressant dans cette conférence, même si je ne suis pas en mesure de vous voir pour voir vos réactions. Je pense que ce qui est intéressant, c'est d'expliquer aussi et de partager les freins et les choses qui ont été difficiles à mettre en œuvre. Cet objectif-là, il est complexe. Une première chose, c'est parce que le groupe Bell n'achète pas en direct les tourteaux de soja ou de palmiste qui sont utilisés pour l'alimentation des vaches. Ce sont bien évidemment les éleveurs avec lesquels on travaille. Et comme je le disais rapidement, quand on collecte du lait en France, eh bien, par exemple, on passe par une association de producteurs. On achète également du lait, par exemple, aux États-Unis, où là, nous passons par des coopératives, car le système est fait comme cela. Donc, évidemment, on va avoir des modèles et des maturités de filières qui sont assez différentes, et également des conditions climatiques et des réalités locales qui sont différentes. Mais il y a un point commun dans tous ces bassins laitiers-là, c'est que les éleveurs sont des chefs d'entreprise qui sont autonomes et indépendants. Ce qui veut dire que, en tant qu'acteur de l'agroalimentaire, on a une responsabilité. Évidemment, elle peut paraître un peu plus indirecte, mais pour nous, c'est notre responsabilité et il est essentiel, du coup, que l'on travaille ensemble avec la filière, avec les éleveurs, pour partager les objectifs ambitieux que l'on s'est fixés et construire ensemble des plans d'action qui soient adaptés aux situations locales. Je prends un exemple. En Slovaquie, où nous collectons du lait, les éleveurs utilisent du soja qui est cultivé en local. C'est un système donc, du coup, qui est assez vertueux. C'est un système qui, à date, pour nous, est plus difficile à mettre en place auprès des éleveurs français avec lesquels on travaille dans l'ouest de la France. On n'est pas dans le sud-ouest, parce que je sais que Carrefour a mis en place des expérimentations sur du soja dans l'ouest de la France, mais un peu plus bas. Et finalement, nous, pour le moment, les essais que nous avons faits en champ pour du soja local dans l'ouest de la France se sont révélés être un peu moins satisfaisants que ce que nous pensions, mais on continue d'avancer sur ce sujet-là. Donc ça, c'est une première complexité vraiment on a un impact, si on veut, en quelque sorte indirect, ou des plans d'action qu'il faut vraiment qu'on travaille avec les éleveurs, et ce, partout dans le monde. La deuxième complexité, c'est selon nous et on y a pas mal travaillé et beaucoup discuté, non seulement avec évidemment le WWF, évidemment avec l'Alliance qui est présente aussi, et avec Carrefour. La complexité, c'est que la filière de soja responsable, elle est très peu développée encore. Et en quelque sorte, il faut une demande encore plus forte pour développer cette offre. Nous, on a pensé que c'était aussi notre responsabilité que d'affirmer des objectifs sur une alimentation certifiée, traçable, responsable et sans OGM, et de le dire haut et fort pour aussi un petit peu pousser l'ensemble de la filière à y aller avec nous, parce qu'on sait qu'on ne va pas y arriver tout seul. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de travailler sur des initiatives collaboratives. Alors, évidemment, encouragés par le WWF, nous avons rejoint la table ronde sur le soja, la RTRS,
depuis 2014 et 100% du lait qui est collecté est couvert par l'achat de certificats, mais c'est évidemment pas suffisant de travailler avec des certificats. On a rejoint la table ronde qui a été mise en place par le WWF, où il y avait donc en effet Carrefour, l'Alliance également, mais aussi les producteurs d'alimentation animale, car ce sont des acteurs clés pour nous permettre d'arriver à atteindre ces objectifs. On a souhaité aussi mettre en place des projets terrain, puisque, comme le disait Lucie, c'est un des axes qui est très poussé par le WWF pour que vraiment on ne soit pas que sur de la théorie, mais vraiment sur de la pratique. Et via un programme de mécénat, on a donc soutenu des producteurs au Mato Grosso au Brésil pour les aider à accéder à la certification. Et puis, je voudrais dire un dernier point, peut-être, parce que je ne me rends pas vraiment compte du temps qui passe, mais... C'est bien, un dernier. Un dernier. Donc, ce qui est vraiment clé pour nous, c'est de travailler sur des alternatives au soja d'importation. Donc, le fait d'avoir pris des engagements sur une alimentation animale sans OGM, comme nous avons réussi à le mettre en place sur l'ensemble du lait qui est collecté en France par le groupe Bell, également en Slovaquie et une grande partie des Pays-Bas, ce qui est en fait en gros les 3 plus gros bassins laitiers du groupe Bell. C'est une façon finalement d'encourager aussi les producteurs à aller vers des cultures plus locales. On voit qu'il y a beaucoup de tests qui sont en train d'être mis en place par des éleveurs partenaires qui sont un petit peu plus en avance sur des cultures comme la févrole, comme le lupin, comme les pois, qui pour nous répondent à la fois à la problématique de lutter contre la déforestation importée et également qui viennent nourrir les autres objectifs du groupe Bell, que ce soit sur la préservation de la biodiversité, sur la santé des sols ou encore sur la lutte contre le changement climatique. Donc c'est vraiment sur les sujets pour conclure, d'autonomie protéique que l'on est vraiment en train de travailler, à la fois pour venir nourrir nos objectifs et vraiment comme levier pour dynamiser les territoires. Merci beaucoup, Élodie. Oui, ce dernier point est essentiel dans une vision prospective justement de la façon dont on va pouvoir tacler la déforestation, l'autonomie protéique. On va sans doute en reparler. Pauline Fabre, vous êtes responsable sourcing durable chez Carrefour. Ces sujets, vous les côtoyez un peu au quotidien. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place chez Carrefour pour justement éviter la déforestation et accélérer sur ce chemin sinueux? Bonjour à tous, merci Benjamin. D'abord, on peut peut-être se demander quel est le lien entre la distribution et la forêt. Quand vous entrez dans un magasin, finalement, il y a pas mal de produits dans tous les rayons qui ont un lien de près ou de loin avec la forêt. Nous, on a décidé de se concentrer sur 4 produits prioritaires. Alors, au rayon boucherie, on peut trouver le bœuf, qui, du fait de nos opérations au Brésil, peut avoir un lien avec la déforestation, car on a besoin de libérer des terres pour pouvoir faire pâturer les animaux. Également, pour les nourrir, on a besoin de planter du soja. Donc, on a également du soja qui est présent comme un ingrédient de manière indirecte dans nos produits animaux, comme a pu le mentionner Élodie. Également, on a des produits qui sont des ingrédients, comme l'huile de palme, qui peut être présent autant dans des biscuits Carrefour que dans des produits cosmétiques. Et enfin, des produits bois-papier qu'on peut retrouver dans de nombreux produits de notre quotidien, le papier toilette, les feuilles A4, charbon végétal ou encore les meubles de jardin. Donc finalement, dans les rayons, il y a pas mal de sujets liés aux forêts. Donc pour nous, c'est un enjeu matériel, c'est un enjeu business et c'est un enjeu également auprès de nos clients. Protéger les forêts, ça nous permet de pouvoir fournir sur le long terme ces produits de notre quotidien et d'assurer une pérennité de ces approvisionnements. Également, c'est un enjeu pour nos consommateurs. Alors, le sujet forêt, pour eux, c'est... On estime que les produits qu'on a dans notre quotidien ne devraient pas avoir de lien avec la déforestation, c'est un fait. Dans les faits, c'est un peu plus complexe. Les solutions à mettre en œuvre doivent être ambitieuses, comme on le disait, et on doit trouver ensemble des solutions pour transformer le marché. Carrefour s'est doté d'une raison d'être, qui est d'être le leader mondial de la transition alimentaire pour tous. Donc ça veut dire fournir des produits qui soient fiables, de qualité, et également qui soient accessibles en termes de prix pour tous. Ça, c'est également un challenge quand on s'attaque au sujet forêt. Alors, on s'est doté d'une ambition forte. Le challenge, tout de même, reste de taille. Et comme toutes les parties prenantes autour de la table pourront vous le dire, on n'y est pas encore. La déforestation continue. Et donc, je pense que ça, on peut tous se le dire et que les politiques et les projets qu'on met en place doivent être plus ambitieux. Et on doit aller ensemble s'attaquer à ce problème, car seul, on pense qu'on n'y arrivera pas.
Alors, qu'est-ce qu'on fait chez Carrefour sur ces 4 matières prioritaires pour sauver les forêts? On met en place certaines solutions. Donc, les solutions, ça peut être le recours à la certification, comme c'est le cas sur nos approvisionnements en huile de palme, sur nos produits à marque Carrefour. Au niveau du groupe, donc dans nos pays d'opération, que ça concerne le Brésil, l'Argentine, l'Europe ou Taïwan, on fait en sorte d'avoir des produits certifiés et on vise une certification totale RSPO ségrégée. Donc ça veut dire vraiment du champ jusqu'à la table du consommateur, d'avoir un produit où les forêts sont gérées durablement. Également, on pratique la certification sur les produits. On a recours à la certification FSC sur nos produits bois-papier, que je citais tout à l'heure. Nos principales familles de produits contenant le plus de bois-papier, donc j'en citais certaines tout à l'heure, le papier hygiénique, les feuilles A4. On a recours à la certification FSC et on veut que ces produits soient fabriqués de manière durable, avec un objectif de 100% à fin 2020. Et pour l'huile de palme à 2022. D'autres pistes de solutions, c'est de travailler avec nos fournisseurs. Donc c'est ce qu'on fait au travers de nos filières qualité Carrefour, qui sont des produits donc à marque propre développés en partenariat long terme avec des fournisseurs. Et on s'est donné comme ambition de développer des filières qualité Carrefour dans chaque pays d'opération, donc des filières animales alimentées au soja local, dès lors que le soja est non déforesté et non OGM. Donc c'est ce qu'on développe par exemple, comme le citait Elodie tout à l'heure, on a un projet avec le groupe Avril, on a créé une filière dans le sud-ouest de la France de soja local non OGM et non issu de la déforestation, qui alimentent nos produits animaux, donc par exemple le jambon vendu chez Carrefour, les œufs ou encore le poulet. On pense aussi que ça passe par l'utilisation d'outils, comme citait Lucie, d'outils parfois innovants, parce que le sujet est complexe. C'est le cas par exemple au Brésil pour nos approvisionnements en bœuf. On a recours à un système de géomonitoring via satellite qui permet de faire en sorte qu'on croise nos demandes d'achat avec les cartes mises à disposition par les administrations et les ONG pour identifier des non-conformités et prendre des décisions d'achat en fonction. Comme on le disait, on a tous travaillé, je pense, ces dernières années sur nos actions dans nos chaînes d'action individuelles. Mais aujourd'hui, on pense qu'il faut y aller en collectif. Et ça veut dire se mettre des ambitions communes et travailler sur une même base, avec des mêmes exigences. Et c'est là que le marché va comprendre, notamment avertir les différents maillons de la chaîne, le rôle très important des producteurs d'aliments, et tout comme des traders qui sont plus en amont dans la chaîne. Et c'est pourquoi Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour, a pris la codirection de la coalition Forêt du Consumer Goods Forum, qui est une plateforme mondiale regroupant des entreprises des biens de la consommation, autant industriels que distributeurs. Et dans cette coalition, ce qu'on va faire, c'est mettre ensemble des exigences collectives pour les acteurs de l'amont, pour les fournisseurs et les importateurs. Et en type d'exigence collective qu'on va mettre plus haut par rapport à des exigences individuelles, ça peut être, par exemple, de demander à ce que les traders et les fournisseurs nous fournissent une matière première non déforestée, pas uniquement pour nous, mais pour l'ensemble de leur supply chain. C'est-à-dire que l'huile de palme qu'on va acheter pour mettre dans les cookies Carrefour, notre fournisseur, on va lui dire huile de palme certifiée pour Carrefour, certes, mais pour l'ensemble de ta supply chain. Comme ça, on ne déplace pas le problème et on ne renvoie pas une partie de cette production à d'autres qui auraient peut-être des politiques moins ambitieuses. Donc ça, on décide de le faire ensemble. C'est nouveau. On a du poids sur le marché avec ces entreprises du Consumer Goods Forum. On pense que ça peut être un levier d'influence également des politiques, parce que des grosses boîtes qui s'allient, ça a quand même un pouvoir. Et pour toutes les décisions qu'on prend et les directions qu'on prend dans le Consumer Goods Forum, on s'appuie notamment sur les outils mis à disposition par les ONG comme l'Accountability Framework, en suivant les mêmes guidelines, dans une idée d'être le plus coordonné possible sur le sujet de la forêt. On est convaincu chez Carrefour qu'on ne devrait pas avoir à payer plus cher pour un produit qui est non issu de la déforestation. Et on pense que ce sont ces leviers collectifs qui permettent d'inverser le marché et de faire en sorte que le conventionnel devienne le non déforesté. Merci beaucoup, Pauline. Alors, on parle de collectif, on a parlé de la SNDI, on l'a évoqué. Je donne la parole à Laure Grégoire de l'Alliance pour la préservation des forêts, puisque vous êtes un collectif d'entreprises. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous faites pour justement pousser les engagements et travailler avec des acteurs qui ont besoin justement de concertation et de plans communs ? Alors, bonjour à tous. L'Alliance pour la préservation des forêts, c'est en effet un collectif d'entreprises engagées spécifiquement sur la question de la déforestation tropicale, donc c'est-à-dire les 3 bassins forestiers, l'Amazonie, le bassin du Congo et l'Asie du Sud-Est.
Et donc, parmi nos membres, on compte des entreprises très avancées en matière de durabilité, qui sont plutôt des grandes entreprises, comme les profils qu'on vient de voir, Carrefour, Bell. Alors, ces entreprises-là sont Ferrero, Nestlé, Unilever, mais on compte aussi des entreprises un peu plus petites, de taille moyenne, qui sont sur la voie de la durabilité, qui ont pris conscience qu'elles avaient dans leur chaîne d'approvisionnement des liens avec la déforestation et qui veulent agir. Et pour ça, elles ont besoin de se mettre de profiter d'un collectif où on va partager les bonnes pratiques, les outils et profiter pour elles du savoir des plus grandes qui sont déjà passées par ce chemin-là. Voilà pour ce qui est de l'Alliance. Et le rôle majeur, l'intérêt majeur d'un collectif, c'est vraiment de peser, faire ce que l'entreprise seule ne peut pas faire. Alors, je vous prends 2 exemples. Il y a 2 ans, l'Alliance pour la préservation des forêts a participé à la révision du système de certification RSPO. Alors, je ne sais pas combien d'entre vous connaissent les RSPO. Ce serait amusant de savoir si vous pouvez lever la main. Ah ben, il y a quand même, ouais, très bien. Alors la RSPO, c'est le système de certification de l'huile de palme. C'est ce qui nous garantit d'avoir une huile de palme durable. Et ce système de certification a été très critiqué pendant de nombreuses années. Voilà, il y a pas mal de critiques qui ont été faites sur le système RSPO. Et nous, en tant qu'entreprise, on a décidé de participer à la révision de ce système. Donc, dans les statuts de la RSPO, tous les 4 ans, on révise le système de certification. Donc, la dernière révision, on s'est impliqué dans cette révision. Alors, c'est des réunions pendant 18 mois, la plupart du temps en Asie du Sud-Est, où on siège donc c'est des négociations dans une table ronde, où on est avec les producteurs, où on est avec les ONG. Voilà, ça, une entreprise ne peut pas le faire en son nom propre, et c'est là l'intérêt du collectif. Et ce qu'on a fait dans ce cadre-là, nous, on a poussé des critères. Par exemple, RSPO, dans son ancienne version, protéger les forêts primaires. Mais qu'est-ce qui était fait pour les forêts secondaires, qui sont aussi des puits de carbone? Donc nous, on avait demandé à ce que la RSPO protège aussi les forêts secondaires. Pareil pour les tourbières, qui n'étaient pas protégées, qui maintenant le sont. Il y avait aussi tout un aspect, tout un volet social. Le rapport d'Amnesty. Amnesty avait publié un rapport quelques années plus tôt qui montrait qu'il y avait des manquements en termes de respect des droits de l'homme et des travailleurs dans le système de la RSPO. Donc on a demandé à ajouter certains points propres aux droits de l'homme, typiquement le statut des femmes. Voilà, les femmes des planteurs n'étaient pas reconnues comme des travailleurs, des travailleuses. Et là, la RSPO maintenant a mis en place un statut pour ces femmes de petits planteurs. Donc voilà, donc la RSPO, depuis 2018, a revu ses principes et critères et fait partie maintenant des systèmes de certification qui sont les plus robustes. Et donc c'est un des travaux qu'on a fait. Il y a un deuxième travail qu'on a fait sous l'impulsion notamment de WWF au printemps. On a été plusieurs entreprises à écrire aux traders de soja brésiliens pour leur dire de cesser la déforestation et de revenir à la table des négociations. Alors, on n'a pas le temps de parler de la politique au Brésil, mais il n'est clairement pas prévu par le gouvernement actuel de préserver l'Amazonie, comme l'avait fait le précédent. Donc, c'est pour ça que l'Amazonie brûle régulièrement. Et voilà. Et donc, on a souhaité écrire à tous ces traders, à plusieurs, pour avoir une influence sur eux. Parce qu'on ne peut pas demander, par exemple, je ne sais pas, Nestlé, par exemple, Nestlé qui achète 1% de l'huile de palme au monde. S'il demande à son fournisseur d'huile de palme qu'il aura identifié comme lié à la déforestation, de cesser ses pratiques et donc le quitter, Nestlé donc est ennuyé parce qu'il doit se trouver un autre fournisseur. En revanche, ce producteur d'huile de palme, Nestlé, c'est 15% des achats au niveau mondial. Donc pour lui, ce ne sera pas un intérêt majeur. Alors que si on est plusieurs entreprises à demander cela, là, pour le coup, on a de l'influence. Et alors, l'autre point dont je voulais parler, parce que là, je vous parle de l'influence que l'on a sur les acteurs dans nos chaînes d'approvisionnement, il y a aussi l'influence que l'on a sur les actions de politique publique. Donc on a parlé de la SNDI en France. Donc c'est une stratégie qui... Oui, la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée.
Merci. Et donc cette stratégie a été voulue par le ministre Nicolas Hulot et elle a vu le jour, heureusement, en 2018. Là-dessus, le gouvernement nous avait demandé à l'Alliance pour la préservation des forêts de porter la voix du secteur privé dans son élaboration. Donc on a contribué à l'élaboration de cette SNDI et aujourd'hui on siège dans ce comité de suivi aux côtés de scientifiques, aux côtés d'ONG. Et donc voilà, donc ça c'est pour la SNDI. Mais la SNDI, bon, ça reste un périmètre français. Il se trouve qu'il se passe la même chose, enfin il est en train de se passer la même chose au niveau européen. Et donc on s'investit beaucoup sur ce volet européen parce que donc l'Europe est en train de travailler depuis assez récemment en fait, après la France, mais est en train de travailler à un plan d'action de lutte contre la déforestation importée en Europe. Et pour ça, il y a donc la semaine dernière une consultation publique de la Commission européenne qui demande à tous, donc vous pouvez intervenir aussi, mais nous clairement c'est dans nos missions de réagir à cette consultation publique et on a jusqu'en décembre pour faire part de nos commentaires. Donc il y a une consultation publique sur la restauration et la préservation des forêts dans le monde et quel est le rôle de l'Europe pour y parvenir. Et aussi la Commission européenne qui a mis en place une plateforme multisecteur qui s'appellera Plateforme Zéro Déforestation, dans lequel il y a des représentants du secteur privé. Donc, nous, on a candidaté et on a été retenus pour y participer, aux côtés d'ONG, aux côtés de scientifiques, pour contribuer encore à ce travail d'établir un plan d'action européen visant à lutter contre la déforestation. Merci beaucoup, Laure. Alors, on voit qu'il y a beaucoup d'actions nécessaires autour du collectif, que seul on ne va pas y arriver sur ces thématiques qui nous dépassent largement. J'ai l'impression qu'aussi il y a un focus qu'on est obligé de faire aujourd'hui sur les traders, sur la façon dont les traders qui vont exporter la majorité des matières premières sont un nœud important du système. Et je pense que pour le WWF, c'est bien identifié, mais on a encore du mal à agir avec les traders. Donc si un de vous veut réagir. Et puis je pensais encore collectif, notamment par rapport au grand public et aux campagnes de plaidoyer notamment. Et le WWF, on sort une campagne, je ne sais pas si Lucie, tu veux en dire un mot sur la campagne et la façon dont le WWF essaye aussi de mobiliser le grand public et les pouvoirs publics, puisque c'est une campagne qui s'adresse avant tout au pouvoir public au démarrage. Ouais. En tout cas, je pense que ce qui est sûr, et enfin, pas pour être redondante, mais c'est que clairement le souci de la déforestation aujourd'hui est devenu un problème systémique. Et que certes, des entreprises seules peuvent faire preuve d'exemplarité, mais il faut que elles s'allient à d'autres entreprises pour faire bloc et réellement avoir des appels de marché qui soient justement à la taille d'acteurs comme les traders de soja qui détiennent une quantité de pouvoir et dont dont la façon de fonctionner est vraiment, suit la logique pure du marché. Donc c'est toujours bien d'avoir des appels de marché qui permettent de faire pression ensemble. Comme on se l'a dit, c'est pas suffisant. Il faut aussi trouver des réponses qui soient politiques et qui apportent des réponses structurelles. Et d'où l'importance d'opérations de plaidoyer, donc avec effectivement la SNDI au niveau national et des avancées sur le plan législatif et notamment à l'échelle européenne, comme le disait Laure. Donc à l'issue de cette consultation publique ouverte sur la déforestation par la Commission européenne, le WWF en parallèle a lancé une grande campagne pour préserver les forêts qui s'appelle Together for Forests et dont l'objectif premier est justement de tâcher d'obtenir de la part de la Commission une loi qui soit contraignante pour, in fine, qu'on puisse interdire la mise sur le marché de produits qui ne soient pas durables, donc qui soient exempts de déforestation. Donc ça va vraiment être le premier objectif de cette campagne. Elle a un objectif politique. Et puis elle a aussi, comme tu le disais Benjamin, un objectif de mobilisation du grand public, parce qu'on a chacun d'entre nous aussi une responsabilité pour changer nos modes de consommation. À savoir qu'une des clés
les plus évidentes, c'est de réduire sa consommation de protéines animales. Alors c'est un discours sur lequel on travaille au sein du WWF, sur ce que c'est que d'être un flexitarien. Concrètement, combien ça coûte d'être végétarien? Est-ce que ça coûte plus cher? Est-ce que ça coûte moins cher? Mais en tout cas, ça devient aujourd'hui un impératif écologique de diminuer notre consommation de produits issus d'origine animale. Donc ça, c'est un message qu'on porte haut et fort. Et voilà, on est ravis de lancer cette campagne qui aura, on l'espère, un retentissement médiatique fort. Donc n'hésitez pas à justement venir remplir cette consultation publique lancée par la Commission. Et voilà, je pense que ce sera le mot de la fin. Ouais. On s'approche de la fin. Alors je voudrais prendre des questions. On s'est dit que c'était intéressant. Il y a une question par intervenant. Donc on a peut-être 10 minutes avant de devoir laisser la place. Est-ce que... Voilà, alors allez-y, proposez des questions, mais on va en prendre une par intervenant pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui répondent aux questions. Madame, pour... Bonjour, Marie-Charlotte, je me posais la question au niveau de l'autonomie protéique de la France. Pour quel intervenant, juste pour... Pardon, je travaille pour un... Oui, vous êtes quel intervenant et vous posez la question à qui? Désolée. Simplement. Je travaille effectivement dans le milieu de l'alimentation animale. Okay. Et la personne qui veut répondre, ça ne me pose pas de problème. Sur l'autonomie protéique de la France, savoir où on en était, savoir si réellement on pouvait être autonome sans aller en chercher à l'extérieur, que ce soit en Europe ou ailleurs. Et ma deuxième question, je voulais savoir combien représentait en pourcentage la France en déforestation pure et la part qu'elle a réduite déjà depuis des années, si elle a réduit sa part. Alors, qui veut répondre à ces deux questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se proposer? Élodie, as-tu entendu les questions? Non, je n'ai pas entendu la question. La part de l'autonomie protéique de la France aujourd'hui, où est-ce qu'on en est et est-ce qu'on peut arriver à être autonome pour, on va dire, voilà, la partie élevage ou le laitier, si tu veux répondre à la question. Et la deuxième question, c'est où est-ce qu'on en est de la déforestation importée en France? L'a-t-on mesuré? A-t-on fait des progrès? Alors, est-ce que quelqu'un peut et veut répondre? Ce n'est pas des questions faciles, je pense qu'on n'a pas énormément de data, malheureusement. Alors, oui, l'indépendance protéinique, on ne l'a pas en France pour l'instant, et j'essaie de retrouver des chiffres, mais il y a eu des chiffres il n'y a pas très longtemps dans le rapport de Sylvain Angerand de Amis de la Terre. Donc, on s'engage évidemment, parce que c'est une volonté du gouvernement d'aller vers l'indépendance protéinique en France, mais je crois que d'après les prévisions, on n'y est pas avant 2025 ou 2030. Donc il faut trouver des alternatives à ça parce qu'on ne sera pas indépendant demain. D'où les importations. Ouais. 80% on importe de soja d'extérieur. On n'en produit que 20%. Ouais, c'est de cet ordre-là. Après, pour l'empreinte? Non, mais plutôt sur la question d'autonomie protéique. Je pense qu'effectivement, on n'y est pas encore parce qu'il y a un travail de conversion de toutes ces filières et de création de toutes ces filières. En revanche, lorsque, je suis sûre que vous n'êtes pas passé à côté des annonces du Premier ministre la semaine dernière, qui, à l'occasion de son plan de relance, a intégré donc, des investissements à venir sur les 2 prochaines années pour s'assurer que l'autonomie protéique de la France soit augmentée avec des conversions de filières, qu'elles soient destinées, que ces productions soient destinées à l'alimentation animale, mais également à l'alimentation humaine. Donc tout ça, c'est évidemment très lié, puisqu'un régime moins carné nous permettrait d'importer moins de soja issu de la déforestation. Donc ces deux sujets sont intimement liés. Le signal politique est donné, il a été envoyé. Il me semble que c'est à peu près 500 millions d'euros sur les 2 prochaines années qui vont être débloqués par le ministère de l'Agriculture sur ces sujets. Donc clairement, le signal politique est envoyé. Sur l'empreinte déforestation, on a peut-être des données. En tout cas, on a établi un rapport sur justement l'empreinte déforestation de la France par matière première. Est-ce que tu as le chiffre en tête, toi, Lucie? Moi, je ne l'ai plus en tête. Oui, alors le chiffre que j'ai en tête, c'est que l'Union européenne est le premier importateur
de soja. Alors, de là à décliner ce chiffre à l'échelle française, j'ai pas envie de dire une bêtise, donc je peux revenir vers vous si vous le souhaitez, mais je l'ai pas là tout de suite. Mais on pourra vous envoyer le rapport. On a fait un rapport il y a 2 ans dessus, sur l'empreinte française. Et je pense pas qu'il y ait... Je ne vais pas me tromper en disant que ça s'est pas amélioré depuis la période où on a mesuré cette empreinte, puisque l'empreinte de la déforestation, l'ONG Envolvert a mis en place justement un outil pour pouvoir calculer. Nous, on a fait l'empreinte de la France. Et ça a moins de 2 ans. Donc, effectivement, il n'y a pas de mesure avant. Donc, on ne s'est sûrement pas amélioré depuis. Voilà, malheureusement. Je vais prendre 1 ou 2 dernières questions, puisque le temps s'écoule. Allez-y, monsieur. Pour quel intervenant et présentez-vous? Bonjour, donc moi je travaille pour une société qui fait des emballages papier. Autant pour les produits agricoles, je comprends qu'il y a des alternatives qui consistent à relocaliser des filières en France pour éviter des occupations des sols qui génèrent de la déforestation. Je voulais savoir comment vous procédiez pour la fibre de bois, puisque là, ce n'est pas vraiment possible d'éviter la déforestation, ou alors, je ne sais pas en quoi consiste, par exemple pour Carrefour, la stratégie pour les produits papier ou fibre de bois dont vous parliez tout à l'heure. Oui, tout à fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait signer une charte bois à nos fournisseurs, donc des produits qui contiennent du bois, donc présents un petit peu partout, comme je vous le disais. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a établi une cartographie des risques en fonction des origines. Et en fonction de l'origine, on établit si le risque est faible, donc plutôt en Europe par exemple, quoiqu'il y a quelques exceptions. Et puis, dès qu'on va dans les zones tropicales, le risque va être de plus en plus élevé. Et en fonction de ces résultats de cette cartographie, qui est vert, orange, rouge, on applique des degrés de certification différents et des audits complémentaires. Donc ça veut dire qu'au moment où on va se sourcer, signer un contrat avec un fournisseur, il va y avoir une étude qui va être faite sur les origines. Donc on va leur demander de donner la source, les origines de leur fibre de papier ou pâte à papier. Et ensuite, on va appliquer du coup le niveau de certification. Et les fournisseurs qui ne sont pas capables du coup de fournir cette matière première certifiée n'entrent pas dans nos approvisionnements. Voilà. Il n'y a pas moyen de viser un objectif zéro déforestation pour la charte de bois, on est bien d'accord? Alors, l'objectif qu'on s'est fixé, c'était pour on a défini 10 familles prioritaires qui ont le plus de bois papier dans nos approvisionnements. Et chaque pays a fait la même chose. Donc, en fonction des pays, ça varie pour le poids que ça représente. Et on applique la même politique. Et c'est un objectif de 100% d'accord avec notre politique à 2020, à fin 2020. Il n'y a pas de solution magique pour éviter la déforestation pour les papiers et les produits d'origine? La solution magique, je l'ai pas là tout de suite. Mais par contre, oui, en fonctionnant par analyse de risque et par maîtrise du coût de nos risques et choix de nos fournisseurs, en fait, d'appliquer nos politiques dans nos décisions d'achat, de former les équipes à avoir les bons réflexes, à s'accompagner. En plus, on parle de fournisseurs qui sont quand même plutôt de long terme. Donc, on va plutôt s'orienter vers des fournisseurs vertueux qui ont des politiques mises en place. Pour l'instant, c'est via la certification, mais peut-être dans le futur, il y aura d'autres solutions, par exemple des projets territoriaux dont on parlait. Et ça, on pense que c'est avec cet accompagnement de ces fournisseurs-là qu'on pourra avoir des produits plus vertueux en magasin. Merci beaucoup. Je peux prendre une dernière question rapide si quelqu'un pense avoir une question pour l'Assemblée. Sinon, il me reste à vous remercier. Merci aux intervenantes, merci aux entreprises, à l'Alliance, donc à Carrefour, Abel, à l'Alliance pour les forêts. Merci au WWF pour son témoignage. Vous l'avez vu, on n'a pas la solution. Il n'y a pas de solution magique, comme vous demandiez, monsieur. Ça, c'est évident. Il y a une prise de conscience. Il y a des achats à un moment qui doivent se faire ou ne pas se faire. Et puis, il y a du collectif, beaucoup, pour mobiliser encore l'ensemble des consciences. Voilà, merci beaucoup. Très bonne journée sur ProDurable et puis à très bientôt. Merci.